Bon, on va y aller avec ce sujet de l'intelligence artificielle qui passionne et qui inquiète, et notamment les sales. C'est pourquoi on est réunis tous ensemble ici au Bristol, évidemment pour évoquer ce sujet. Je ne suis pas seul, je suis avec 3 experts du sujet. Et voilà, l'occasion de donner un petit peu des bonnes practices et puis de vous expliquer un petit peu leur vision de cette transformation, comment ils le vivent au quotidien et puis comment ils perçoivent un petit peu cette évolution et de voir un petit peu comment amener de la valeur ajoutée dans le travail des sales, mais sans forcément les remplacer, hein, puisque souvent les fantasmes avec l'IA, c'est autour du remplacement. On va voir que l'occasion est plutôt là pour les augmenter. Et pour évoquer ce sujet, j'appelle Sophie Yannikopoulos, directrice générale d'Adobe France, à me rejoindre. On peut l'applaudir. Juste ici. À ses côtés, nous aurons Lilia Medagri, qui est Chief Sales Officer de Ringover. Juste à côté. Et enfin, nous avons Ludovic Levé, directeur général d'HubSpot France, pour compléter ce casting juste ici. Impeccable. Je vais vous laisser prendre place et puis on va y aller sans plus attendre. Il y a encore des petites places devant, donc n'hésitez pas à vous installer. Merci à vous 3 d'avoir répondu à cette invitation sur justement sur le sujet des sales augmenter, décision humaine, comment garder la main face à l'IA. On pourrait passer 4 heures à en débattre, mais on va déjà faire 30 minutes, ce qui est déjà plutôt un bon début. Sachant qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, maintenant la question, et je pense qu'on est tous d'accord, c'est plus est-ce qu'il faut y aller, mais comment on peut bien y aller. Et ça va être tout l'objet de cette discussion. Et je vais commencer justement ce talk avec toi, Lilia, donc Ringover, qui je rappelle est un éditeur de logiciels pour faciliter la communication en entreprise. Toi, ce prisme de l'IA, comment tu l'as un petit peu pris sous ton aile, justement, pour justement le transmettre aux sales, aux collaborateurs, tout en naviguant entre cette crainte et ce potentiel de l'IA qui n'est pas toujours facile à appréhender. Alors, bonjour, Lilia, Chief Sales Officer chez Ringover. Alors, c'est un sujet effectivement qui est assez complexe parce que je pense qu'on est tous d'accord dans la salle pour dire que le sales, c'est un animal assez particulier. S'il ne voit pas l'intérêt de l'outil qu'il utilise, il ne va pas l'utiliser, même s'il en est obligé. Il faut une vraie conviction chez le sales. Et généralement, en fait, l'IA, c'est devenu un vrai buzzword. Tout le monde va dire qu'il faut faire de l'IA en entreprise, il faut faire de l'IA en entreprise. Et une fois qu'on l'implémente, en fait, j'avais lu un article il y a quelques mois, donc je pense que quand même ces chiffres ont augmenté, que seulement, en fait, dans la tech, 10% des projets réels d'IA d'implémentation au niveau enterprise sont adoptés. Et c'est un chiffre qui est quand même qui fait assez peur finalement, parce qu'on se dit ok, on a des budgets, on veut tester quelque chose, et à la fin les gens ne l'utilisent pas, et c'est un échec ou c'est mal implémenté. Donc nous, de notre côté chez Ringover, on a décidé d'avoir ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire de voir au jour le jour comment est-ce que les sales peuvent utiliser l'IA pour leur améliorer leur quotidien, et pas forcément les remplacer ou les forcer. Donc ça vient en fait, des enregistrements de la voix avec des Next Best Action qui vont en fait dire à la personne quoi faire en live, du whispering, ça va être aussi comment est-ce qu'on alimente en fait nos systèmes d'information, comment est-ce qu'on les traite, comment est-ce qu'on enlève en fait toute cette tâche en fait qui est à faible valeur ajoutée. Donc le reporting, tout ce qui n'a pas de valeur en fait au jour le jour d'un sales, pour l'aider en fait dans la journée à faire de la valeur, donc de la valeur en tant qu'humain, c'est-à-dire passer du temps avec son client, plutôt que de passer du temps à faire du reporting et de la politique en entreprise. Oui, parce que c'est un petit peu le paradoxe de l'IA, c'est que la tentation, c'est de voir un peu tout automatiser, notamment avec des chatbots. Mais on s'est vite aperçu qu'il y a quand même de sacrées limites. Et j'imagine que vous l'avez expérimenté, que ce soit sur les applications pour réserver un trajet en train, en avion, ou pour même s'aider au quotidien. Il y a vite des limites. Et de notre côté, bien évidemment, en tant qu'humain, on n'a pas forcément envie de parler à un robot. Et c'est plutôt souhaitable dans le monde actuel. Ludovic, donc, tu es à la tête d'HubSpot, qui est plutôt sur le côté CRM. Ce sujet de l'IA, justement, comment tu essayes un petit peu de l'inculquer à tes équipes, et puis comment tu vois un petit peu cette vision. Parfois, il y a quand même un sentiment d'euphorie et de FOMO, où c'est pas toujours facile de suivre le rythme, pour le coup. Tout à la fois, capitaine. Forcément, on est au cœur du sujet avec ce qu'on vend aujourd'hui, donc on en mange beaucoup pour pouvoir bien accompagner nos clients. D'abord, je pense qu'il y a beaucoup de sales dans la salle. Ce soir, c'est ça, hein? Levez la main, oui. Ouais, beaucoup. Donc ça va vous parler. Ok. Donc oui, dans le plateforme CRM, forcément, un commercial tous les jours, c'est son outil de travail. Premièrement. Deuxièmement, il reçoit forcément nos commerciaux, beaucoup de questions de la part des clients et des prospects qui sont très inquiets
puisque quelle que soit la taille des comptes, on parlera de différentes tailles de comptes, petits, moyens et très très gros, mais en tous les cas, chacun ses problématiques, chacun sait qu'il doit y passer, doit y aller, il ne sait pas trop comment, il fait des tests, ça marche pas, on parlera du ROI plus tard, enfin il y a pas mal, donc il y a beaucoup d'inquiétudes autour de tout cela, et donc les commerciaux, face à ça, ils doivent essayer de naviguer avec un pitch pour rassurer, positionner quand même le produit, avoir un rôle de conseil. C'est pas simple aujourd'hui. Donc, on est vraiment dans cet accompagnement des grosses problématiques, d'écouter les clients pour adapter également la façon dont on peut les accompagner pour régler leurs problèmes vis-à-vis. Alors, c'est pas les problèmes vis-à-vis de l'outil IA, c'est par rapport à ce qu'ils ont à adresser comme pain point en interne, comment l'IA peut les accompagner et comment nous, on peut être une partie de la technologie, de l'accompagnement de services sur l'IA. L'autre pan, c'est les commerciaux. Vous avez tous les jours avoir de l'IA qui va vous aider ou pas, qui devrait vous aider en tous les cas, t'en parlais en intro, à faire gagner du temps, être plus productif, à passer plus de temps avec les clients. Et là, c'est un gros sujet, puisqu'il y a des outils dans tous les sens, connectés partout, ça évolue tout le temps. Il y a eu, je pense, c'est plus le. Ouais, il y a un peu un faux mot, effectivement, la peur de ne pas avoir le bon outil ou le dernier à la mode qui marche bien pour ce type de client, pour faire la bonne campagne de prospection, pour faire le bon suivi. Et ça crée beaucoup d'anxiété, je pense. Donc, notre rôle aussi, c'est de. Autant il y a 1 an et demi, je me souviens 2 ans, on montait des groupes de travail IA sur des commerciaux, premiers adopteurs qui étaient là pour favoriser les premiers usages avec les prompts, pour montrer comment on peut mieux bien utiliser les outils qui existent et puis diffuser la culture en interne. Maintenant, on n'en est plus là. Maintenant, c'est vraiment, c'est plus les best practices. C'est comment on ne perd pas trop de temps à optimiser au maximum tout ce qu'on a à disposition. Justement, tu parlais de différentes typologies d'entreprises. Alors, si on passe à Adobe, entreprise qu'on ne présente plus, un joueur de logiciel, alors, on parle beaucoup de Photoshop, mais c'est bien plus large que ça. Justement, on sait que la révolution de l'IA se passe beaucoup aux États-Unis. Est-ce que justement le fait d'être dans un mastodonte qui est américain comme Adobe, est-ce que justement ça aide peut-être à anticiper par rapport peut-être à d'autres groupes français qui sont un peu des dinosaures, qui ont peut-être parfois un peu plus de mal à se réinventer? Est-ce que ça peut être un atout, ça aussi? Bonsoir à tous. En fait, j'avais envie, moi, plutôt de parler de l'accompagnement qu'on a de nos clients et de nos commerciaux dans la notion de vente complexe. Parce que, en fait, il y a le côté l'IA aide les commerciaux à être plus augmentés, à être plus intelligents, à être plus productifs. Il nous aide, nous, en tant que sales manager, à être plus productifs, à mieux gérer les comptes rendus, etc. Mais c'est vrai que quand on est dans la notion de vente complexe, c'est encore une autre discussion, puisque quand on gère un grand compte, par exemple, il y a tout un travail de préparation. Donc, effectivement, on est aidé par l'IA pour connaître les enjeux stratégiques du groupe Accor, par exemple, pour mieux quadriller les interlocuteurs qu'on doit rencontrer, pour mieux comprendre quelle est la bio de la personne avec qui on a rendez-vous, en particulier du C-level qu'on va rencontrer. Donc, tout ça, ça va être quelque chose de très important. Mais en même temps, on en parlait ensemble, on sait qu'aujourd'hui, 70% de la vente est faite avant la démo. C'est-à-dire que le client sait à 70% des cas quelle solution il va acheter. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est déjà ultra renseigné sur les produits d'Adobe, par exemple. Il sait exactement ce qu'on fait, il connaît notre concurrence, il connaît notre positionnement, il connaît nos avantages, il connaît aussi nos inconvénients. Donc en fait, tout va se jouer derrière sur la relation humaine. Et je pense que notre enjeu, c'est qu'on devient tous hyper intelligents, tous hyper préparés. Donc on arrive dans des meetings clients comme on n'a jamais été aussi préparé dans la connaissance des enjeux stratégiques de la personne qu'on va rencontrer. Mais en fait, ça veut dire que ça se joue maintenant dans la relation humaine qu'on va mettre en place, dans l'impact qu'on va avoir dans la discussion et dans la confiance qu'on va générer. Donc finalement, c'est ça qui est un peu perturbant aujourd'hui. Et c'est qu'on est tous hyper bien équipés. Et on a un challenge, c'est de créer de plus en plus d'impact humain. Alors, comme tu as dit, oui, Ludovic, Je vais rebondir. Je ne sais pas si c'est le fil conducteur, mais je vais rebondir. Tu peux complètement en sortir. C'est pas pour faire peur non plus à tous les commerciaux, directeurs commerciaux dans la salle. Effectivement, 70% est fait largement avant la démo et une bonne partie aussi avant même le call de découverte, le premier call. Donc, je n'ai pas les pourcentages. Donc, on se dit, mais alors attention, parce que si c'est déjà en partie, les dés sont jetés, si c'est truqué, comment je vais faire pour rattraper le coup en démo? Je suis commercial, si ce n'est pas moi qui suis le premier dans la liste. Si, vous avez effectivement un impact humain qui est très très fort. Donc, vous pouvez rattraper des places, premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, normalement, votre employeur, il y a un sujet sur le référencement, parce que quand le client va faire son étude, sa recherche,
Il ne va pas attendre qu'on lui explique tout, il va essayer lui-même de se renseigner, et donc il va aller sur les gros modèles LLM. Et donc aujourd'hui, c'est une petite bataille pour que chacun soit bien référencé afin de construire une belle image sur les LLM. Donc vous êtes aussi normalement aidé là-dessus. Ce sont des gros enjeux. Il y avait avant le SEO, maintenant on parle de l'AEO, enfin on parle du SEO, des JO. etc. Lilia? En fait, je veux rebondir sur ce que tu dis, c'est très intéressant. Je ne dirais pas la personne, mais j'avais une discussion avec quelqu'un dans la salle avant qu'on commence, justement sur le référencement et ses enjeux de référencement. Et elle me disait qu'elle avait du mal en fait, à être référencée en fait, sur ChatGPT, parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, c'est devenu le premier moteur de recherche. Donc, en fait, les chiffres de lead du SEO se sont complètement effondrés. Et elle disait encore plus, elle s'occupe d'une chaîne hôtelière, voilà, c'est qu'ils devaient aussi faire attention quand ils étaient référencés à ce que ce soit des vraies photos et pas des photos en fait, d'utilisateurs qui ont pris la chambre d'hôtel il y a 7 ans, qui n'a pas été refurbished, excusez-moi pour le franglais. Et donc, en fait, il y avait des vrais enjeux par rapport à l'IA sur ça. Qui ne sont vraiment en plus sur le B2C. Et tu m'avais dit quelque chose de génial quand on avait papoté aussi, c'est que l'IA, c'était comme la révolution en fait, du téléphone portable ou du mobile, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus adopté sur les personnels que dans le professionnel pour l'instant. Donc là, cette compagnie, en fait, elle avait cette situation avec l'IA, et nous, on a eu ce problème de référencement chez Ringover au début. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'est rendu compte que le référencement en fait, des boîtes en B2B était principalement en fait, de Reddit sur ChatGPT. Donc en fait, si on ne mettait pas à jour Reddit, en fait, Ringover ne se retrouvait pas dans les top 3 en fait, des références en fait, sur les discussions que les gens pouvaient avoir. Parce que quand on pose une question à ChatGPT, on va dire trouve-moi en fait, la meilleure voie que tu peux trouver sur le marché. En fait, il va vouloir se comparer comme un humain sur ses opinions. Et les référencements en fait, de notes 5 étoiles de Trustpilot, c'est très très régulé aujourd'hui. C'est moins trustworthy. Donc il veut lire les conversations des gens. Et en fait, si on n'alimente pas Reddit, on n'est pas sur le référencement. Donc voilà. C'est vrai que ce que je disais, c'est que en fait, quand on a commencé à avoir des smartphones, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc dans les années 2006-2007, on était tous hyper forts dans l'usage des applications. Et quand on arrivait en entreprise, on avait des applications de merde, en fait, avec des UI de merde. Et on disait, mais pourquoi est-ce que sur mon iPhone, c'est hyper facile de pouvoir utiliser une application pour réserver un train? Bon, mauvais exemple, mais quand même. Et en entreprise, notre CRM, il a une UI des années 80 et ça évolue pas. Et en fait, l'IA, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous des super adopteurs de tous les LLM qui existent. Je pense qu'on discute, je ne sais pas combien de fois par jour vous testez ChatGPT ou Gemini ou un autre LLM. Enfin, en tout cas, moi, c'est tout le temps. Mais après, on a un autre problème. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je deviens hyper intelligente, ok, je récupère plein de contenus, je m'informe. Mais après, j'ai un problème de saturation. Et je pense que, je ne sais pas si on l'évoquera tout à l'heure ou pas, mais après, il y a un sujet de santé mentale. C'est-à-dire que pour être capable d'absorber toute l'information qui nous est mise à disposition par les LLM, comment est-ce qu'on cultive notre santé mentale et donc physique, parce que c'est lié, pour absorber l'information qui compte? Parce qu'à la fin, on le voit bien, on ne retient plus rien. C'est-à-dire qu'on a tellement d'informations. Je ne sais pas, vous vous rappelez du dernier contenu de marque que vous avez vu ces 48 dernières heures? Enfin, moi, en fait, j'en sais rien. Je vois tellement de pubs, tellement de contenu tout le temps entre Instagram, LinkedIn et différents LLM que, en fait, je ne retiens plus rien. Et donc, on a aussi un enjeu de rester, on disait, très humain, mais aussi de travailler notre santé mentale et physique pour retenir ce qui compte. En effet, ce sujet de santé mentale, il est clé parce que d'un côté, les sales ont affaire à des clients de plus en plus exigeants car beaucoup mieux informés. De l'autre, on apprend tellement de compétences que, comme tu le dis, en fait, on ne se souvient plus de rien parfois, notamment sur LinkedIn où en plus, c'est des posts qui sont faits par ChatGPT. D'ailleurs, il faut arrêter avec ça. Mais du coup, comment on fait justement pour, entre guillemets, gérer cette pression d'un côté de l'apprentissage en permanence? Parce qu'en effet, un sales qui n'apprend pas, c'est un sales qui va quand même avoir du mal très vite. Là où, en effet, parfois, il y avait 6 mois d'innovation, maintenant, on perd 2 semaines. C'est comme si c'était passé une année-lumière. Justement, par exemple, l'IA, c'est quoi un petit peu la clé pour trouver, entre guillemets, le bon équilibre avec cet usage de l'IA qui nous augmente à un point qui n'est pas humain finalement, et de côté, affronter la pression du client qui est beaucoup plus exigeant et qui demande un rendement d'un temps record parfois, de plus en plus. Je pense que déjà, il faut faire la part des choses, c'est-à-dire qu'il faut continuer à utiliser son cerveau. Je pense qu'on est dans des moments où il y aura aussi des régulations sur ça, parce qu'on en vient à tellement utiliser ChatGPT que parfois on en vient à faire des erreurs. Il faut garder aussi à l'esprit que le ChatGPT peut être stressé, donc peut nous mentir,
peut halluciner. Enfin, on a encore des situations où, quand on l'utilise en fait à foison, on peut faire des erreurs. Et vous avez l'histoire du consultant en fait australien assez connu qui s'est fait fine en fait plusieurs millions d'euros parce qu'il avait écrit n'importe quoi dans son rapport à un certain client en fait en Australie. Donc en fait aujourd'hui les outils d'IA ça doit être des quick wins. Moi je pense qu'il faut vraiment les utiliser comme on disait tout à l'heure sur déjà les tâches à faible valeur ajoutée. Ça il faut les enlever. Il faut se dire ça c'est la première étape parce que soit ça me permet de prendre plus de temps pour moi, soit ça peut me permettre de prendre plus de temps pour travailler et être plus efficace. Et il faut trouver la bonne relation entre l'humain et la relation qu'on a avec son client et aussi la surinformation, comme tu disais, en fait, de faire ses recherches et de se dire, OK, cette personne, elle aime ci, elle aime ça, c'est ça son enjeu. Parce que, je vais donner aussi un autre, tu parlais des 70%, je lisais une recherche, en fait, je crois que c'était sur Gartner ou Forrester, qui disait que 40% en fait, des prises de décision pour des deals en enterprise ne sont pas sur du factuel. Donc c'est sur de l'émotionnel et comment est-ce qu'on a construit la relation en fait avec son sales. Et le sales est un partenaire aujourd'hui, donc comment est-ce qu'on se refocus sur ce qu'on sait faire en tant qu'humain plutôt que sur son skill set. Et ces données-là, en fait, je les trouve assez parlantes pour comment faire la part des choses. Ludovic, tu partages ce constat? Oui. Alors sur un CRM, c'est plus simple parce que le sales, enfin c'est plus simple. Le sales, on va lui demander de renseigner énormément de choses et donc il y aura beaucoup d'informations, évidemment très non structurées, donc qui va être dans beaucoup d'échanges et qui vont être à plein d'endroits dans votre plateforme CRM. Et on dit l'IA c'est super puisque grâce à l'IA on va pouvoir butiner, chercher. Et donc on a fait des tentatives. Maintenant ça marche plutôt pas mal avec des agents qui permettent de faire si la donnée est bien structurée, enfin, en tout cas, est dans le CRM, je ne dirais pas par structure, mais en tout cas, il faut qu'elle y soit. Si elle n'est pas enregistrée, elle ne peut pas y être. L'agent va pouvoir récupérer l'information et on va éviter la saturation. Aujourd'hui, le manager ou le directeur ou le VP qui essaie d'avoir l'information, on en est où sont les risques sur le pipeline, est-ce que le commercial fait les bonnes actions, est-ce qu'il a été bien coaché, etc. Maintenant, on arrive très bien, grâce aux agents IA, dans les plateformes ou même indépendants qu'on peut connecter, à pouvoir aider le commercial, à faire en sorte que chaque étape de la vente se déroule bien, ça qui valide les bonnes choses, qui respecte le process, et que même l'IA, tu parlais tout à l'heure du Whisper, je ne sais pas si tout le monde sait que le Whisper, hein, c'est une IA, c'est super ce que vous faites. Merci, c'est gentil. Non, mais qui murmure, le Whisper, qui murmure à l'oreille du commercial pendant son argumentaire, c'est un truc c'est un peu de la science-fiction, mais c'est réel malheureusement, et qu'il murmure des conseils pendant sa discussion avec le client. C'est très perturbant, ça peut aider, mais ça peut se déconnecter, hein, heureusement. Mais voilà, on en est même jusque-là. Gadget à part, il y a beaucoup d'informations, donc on peut aider le commercial à ne pas être noyé, à pouvoir aller chercher facilement une synthèse du deal, à ce que le manager n'ait pas besoin de lui demander. Dis, parle-moi de ça ou de ça. Donc on gagne énormément de temps pour faire les forecasts et la visibilité, etc. Et puis, on parlait du coaching, je ne sais pas si on en parle plus tard ou pas. Non, bon, je veux dire, ça fait une transition voilà. tout trouvée pour le coaching, puisqu'en effet, là, tu parlais de conseiller, en effet, quasiment en live, justement, le sales pour l'aider un petit peu dans sa discussion avec le client, mais aussi, ça permet peut-être aussi d'apprendre. Et là, en effet, tu parlais du jugement ou parfois des managers. Avec l'IA, on s'enlève un petit peu ça, en mode, c'est pas un humain, c'est pas un manager qui est là pour me rabaisser. Ça me permet aussi d'avoir un soutien cognitif et de structurer sa pensée. Sophie, je sais que c'est un sujet qu'on avait évoqué en préparant cette table ronde. Comment tu perçois justement cette version de l'IA en tant que coach plutôt que pour nous remplacer pour le coup, là pour nous aider entre guillemets? Il y a un sujet, on avait parlé des outils, et tu avais évoqué un outil on est dans le non-jugement. En fait, quand on fait un exercice c'est pareil en anglais, quand on doit faire un exercice de prononciation en anglais, il y a plein d'outils d'IA qui nous aident à être meilleurs en anglais, en tout cas dans notre accent. On a tous le problème de l'anglais, c'est qu'on comprend tout, mais quand on doit prendre la parole, c'est un peu plus compliqué. Donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais bouffé par des pubs sur Instagram d'IA qui m'aident à parler mieux anglais et à être beaucoup plus à l'aise en anglais. Mais en tout cas, c'est vrai que ça ne me gêne pas d'avoir un exercice avec un coach qui ne va pas me juger. Et donc tu donnais l'exemple d'une solution, je crois que vous avez, oui, qui permet de faire ça. Et je trouve ça assez génial parce que finalement, il n'y a plus le jugement du manager qui va t'expliquer, qui va juger ta fiabilité sur ton opportunité. En fait. Et aussi, en fait, il y a tout ce problème d'émotion aussi quand on est avec son manager ou qu'on est avec son coach où en fait, on va se dire mais qu'est-ce qu'il me raconte? En fait, je suis pas d'accord, il n'est pas partial. Alors que si on est avec
un robot, finalement, c'est le seul moment où, en fait, justement, le robot, on peut se lâcher, on se dit, bon, c'est pas très grave, au pire, je me plante, et puis on évolue bien, et c'est un complément, il ne faut pas que ça remplace non plus, mais je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal, même les simulations que tu fais chez toi aussi. Pas de jugement, pas de trace, c'est-à-dire que le manager ne sait pas ce que vous allez échanger avec l'IA, donc c'est vachement intéressant, parce que vous êtes autonome, chacun est autonome de son propre développement, donc il doit être acteur du développement, et donc il peut compter et en vouloir qu'à lui, si ça se passe bien ou pas bien, parce qu'il a vraiment un outil illimité, contrairement à la bande passante du manager. Et le troisième point, c'est qu'effectivement, avant, le manager, il fallait qu'il soit en rendez-vous, il fallait qu'il écoute sinon les gongs et autres calls sans arrêt. Il ne pouvait pas être partout, l'IA peut être partout. Et donc, c'est beaucoup plus riche en termes de soutien. On a vraiment plusieurs dimensions qui sont très intéressantes dans le coaching au quotidien des commerciaux. Et également, nous, on a une dimension pour la partie apprentissage pour les jeunes commerciaux qui est très forte, parce que c'est pareil, hein, il est face à une montagne de contenu qui évolue quasiment tous les jours, toutes les semaines dans le monde de la tech. Et donc, ce contenu est enrichi, mais pour avoir la bonne information, on a des IA qui ingurgitent tout ça et après qui font des simulations d'achat ou de vente. Et le commercial peut écouter, peut discuter, peut jouer l'acheteur, le vendeur. Et encore une fois, on est sur illimité, en live, sans jugement, sans présence du manager. Donc, c'est assez intéressant, ouais. Il y a un truc auquel je pense là en écoutant ce que tu dis, c'est que souvent on dit que quand on doit faire un feedback, on doit le faire tout de suite. Et c'est vrai que c'est là où c'est le plus précis, où on va plutôt faire un feedback constructif, etc. Et le fait d'avoir un agent IA qui te fait un feedback quand tu sors de ton rendez-vous client, par exemple, ben, je trouve ça vachement bien, parce que tu es encore dans l'instantanéité, donc tu es prêt à entendre le feedback, parce qu'encore une fois, c'est fait sans jugement. Et en même temps, je pense que c'est là où on progresse le plus. Faire un feedback 2 jours plus tard, Oui. soit une IA ou un manager, alors qu'on n'a plus exactement le fil en mémoire, je trouve que ça a moins d'impact. Et on est passé à autre chose en plus. Ouais. Et oui, alors, Ludovic, tu peux rebondir. Oui, Non, Non, ça ça fait penser, on n'a pas encore parlé du contexte, mais le contexte est primordial, hein, vous savez tous, pour une IA. Donc, plus l'information, plus c'est pertinent, plus c'est précis, plus c'est vaste également. Enfin, vraiment, il faut vraiment un maximum d'informations que le manager n'aura jamais. Le manager, il n'aura jamais tout ce contexte qui remonte sur des échanges qu'il peut y avoir 1 an et demi, 2 ans avant avec d'autres personnes chez le client. Et attention, même- en effet, entre le coaching et le flicage aussi. Voilà. Avec la crainte du sales. C'est ça, mais par contre, le manager, il ne pourra pas y avoir accès. Il ne voit pas comment les actions peuvent être connectées, parfois les interactions. Or, l'IA va pouvoir essayer de connecter tout ça. Donc, ce contexte-là est hyper important pour être très pertinent. Et un humain ne l'aura jamais. Même le commercial qui sort de rendez-vous, il n'aura pas forcément souvenir de tout le contexte, tous les échanges qu'on peut avoir lieu. Parce que certains également, il y a des échanges avec le client ou le prospect qui ont lieu pas qu'avec le commercial, avec un service client, avec un avant-vente, avec la pub, avec les recherches sur les LLM, etc. Et tout ce contexte-là, l'IA pourra y avoir accès pour accompagner le commercial. Ouais. Et je voulais rajouter sur ça même le next step, et j'en parlais avec mon CEO qui me disait qu'en fait aujourd'hui l'IA, c'est lui le geek de la boîte, hein. Donc c'est l'IA aujourd'hui, en fait, ça adore s'alimenter du bordel, en fait. Ça adore s'alimenter de tous les systèmes d'information avec tous les datas différents, comme tu disais, en fait, de Internet, de Facebook, de Instagram, de la pub, du CRM, de la voix. Et en fait, tout ce multicanal qu'on a aujourd'hui, parce qu'on est multi-touchpoint en tant que sales, l'IA, il aime bien quand c'est pas forcément tout bien rangé, et qu'il puisse analyser et donner en fait une information au sales sur ce que tu disais sur la discovery, la préparation en amont, qui va définir le deal. Ça, c'est le futur pour moi. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer et puis vraiment s'améliorer en fait dans la vie sans atteindre un burn-out, parce qu'on aura vraiment ces informations intéressantes qu'on pourra aborder pour devenir le partenaire du sales. Et tu disais un truc aussi, c'est qu'on était maître de son destin. Moi, je dis toujours à mes sales, le mantra que j'arrête pas de leur dire, c'est be the CEO of your own book of business. C'est vraiment, en fait, ils ont leurs clients, c'est à eux de se débrouiller aussi et de venir vers nous avec des idées sur comment est-ce qu'ils améliorent en fait leur process dans la journée. Alors, en effet, on a... Ils sont d'accord avec les commerciaux, il y en a beaucoup ce soir, peut-être qu'on peut leur demander. Validation par le public. Pas le choix. En tout cas, on a bien vu qu'en effet, l'IA pourrait être un bon partenaire, notamment pour coacher sans se sentir en effet jugé. Maintenant, si on sort un petit peu notre boule de cristal et qu'on essaye de se projeter un peu vers l'évolution, le futur du métier de commercial, qu'est-ce que vous voyez un petit peu dans votre boule de cristal? D'un côté, ça, ce qu'on peut déjà dire, c'est le commercial, il ne va pas disparaître, le sales ne va pas disparaître. Par contre, le sales qui refuse de prendre le train de l'IA, pour lui, c'est des game over, c'est déjà terminé pour le coup. Et du coup, à la lumière de ça, justement,
Parfois, il y a quand même, j'imagine, des petites frictions dans les équipes. En effet, quand on voit quelque chose comme ChatGPT, Gemini et j'en passe qui arrive sur le marché, il y a quand même peut-être des petites frictions. C'est quoi, entre guillemets, la clé pour lever la barrière à l'entrée, sachant qu'en Europe, on a toujours la version risque, que ce soit sur les nouvelles technologies ou sur la finance, qui est beaucoup plus forte qu'aux États-Unis, par exemple. C'est quoi un petit peu la clé pour justement embarquer les équipes sans les faire flipper pour dire non, là, ça va t'aider, c'est pas pour te remplacer. Mais si tu le prends pas, c'est terminé. Comment on fait pour trouver la bonne méthode? Bon, pour toi, Lily, on peut commencer, puis après on enchaînera avec Ludovic et Sophie. Ok. Moi, je redis ce que j'ai dit, be the CEO of your own book. En fait, il faut du bon sens. Je trouve qu'on sort d'une ère depuis 2020 où c'était l'explosion de la tech, où on avait décidé de tout décomposer, outbound, inbound, blabla, où en fait on donnait des process, on aidait les boîtes à scaler ultra rapidement et le sales devenait un robot qui devait juste dérouler une baguette magique. En fait, où on avait tout le monde qui recevait trop d'inbound pour les traiter, donc il fallait vraiment faire un process pour ne pas exploser en plein vol. Peut-être que c'est différent pour vous, que vous avez plus de chance que moi, mais je trouve que le field commercial, il a complètement changé depuis 5 ans. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce que j'appelle Battle of the Fittest. C'est vraiment les Hunger Games. C'est juste les meilleurs sales qui arrivent à avoir des carrières extraordinaires. Donc aujourd'hui, be the CEO of your own book, c'est ça. Comment est-ce qu'on récupère son bon sens en tant que sales et qu'on utilise les bons outils pour se construire une carrière? C'est un choix personnel aussi par rapport à ce qui se passe. Sophie? Alors moi, je pense que les choses ont vachement changé parce que tu disais, il y a 1 an et demi, on était tous sur des formations d'IA, comment être plus productif, comment mieux utiliser, comment mieux préparer nos rendez-vous, etc. Comment on a le Next Best Action qui apparaît automatiquement avec toute l'information qu'on a entre le CRM, tu disais, nos emails et toutes les informations qu'on peut collecter. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'avenir, mais moi, mes équipes, elles passent du temps à faire des formations sur le power speaking, donc comment prendre la parole en public, sur des cours de théâtre. Donc là, ils ont tous fait du théâtre. En fait, sur l'impact. Et je reviens à ce que je disais au départ. On fait un métier de relations humaines. Tout l'intellectuel de préparation du commercial, aujourd'hui, c'est banalisé. Donc, en fait, on fait à la base un métier de relations humaines. On est des commerçants. Donc, il faut qu'on reste des commerçants, à part qu'on a des super outils qui nous permettent d'être des commerçants hyper intelligents. Et après, il faut qu'on travaille aussi la posture. On sait qu'un client, il va se faire un avis de nous les 10 premières secondes. Je suis sûre que vous m'avez vu pendant 10 secondes, vous êtes fait un avis direct. Bon, est-ce que je me sens bien comment je suis habillée? Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Est-ce que je me sens bien avec moi aujourd'hui? Et en fait, c'est con ce que je vous dis, mais c'est ça qui est essentiel. Et je pense que le fait d'oser prendre la parole, de prendre le micro, d'être soi, ça a beaucoup plus d'impact chez les clients, puisqu'on sait que ça va jouer sur les 30% ou les 40%, et que tout le reste, finalement, je ne dis pas que le produit, le client, il s'en fout, mais pas loin, quoi. Ludovic, tu partages ce constat? Le client, il s'en fout du produit? Non, quand même pas. Évidemment, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc, on est sur l'humain qui est vraiment qui est au cœur du sujet. Il y a quand même le soft skills du rester curieux qui est très important puisqu'on peut se développer et être bien meilleur en tant que personne par rapport à ses clients. Mais la curiosité des outils, parce qu'ils vont à une telle vitesse aujourd'hui qu'il y a quand même un minimum d'adaptation aux nouveaux workflows, process, outils, façon de faire. Il y a un minimum pour être toujours à flottaison de la bonne moyenne. Alors, il y en a qui vont toujours être au top de tous les outils pour être encore plus productifs, avoir beaucoup plus de temps pour faire plein de théâtre. Mais en tous les cas, il y a un minimum d'adaptation et de changement. Il faut être prêt en tant que commercial. Je pense que c'est assez dingue ce qui se passe. C'est à changer tout le temps, quoi. Tous les trimestres, on doit changer, on doit faire évoluer sa façon de faire. On doit être meilleur en tant que commercial, en tant qu'humain, mais également meilleur dans la maîtrise technologique de tout ce qui est à disposition. Il y a un minimum. Parce que sinon, sinon très vite, on perd en productivité et donc on est décroché. Tu parlais des meilleurs. Petit à petit, on se décroche si on ne s'adapte pas à ce qui arrive. Les outils sont beaucoup moins figés qu'auparavant et malheureusement, heureusement, ça s'accélère. Justement, il y a tellement d'outils, tellement de connaissances maintenant à disposition. C'est quoi la clé, entre guillemets, pour continuer à bien, entre guillemets, se former sur les nouveaux soft skills, ou les hard skills d'ailleurs, sans pour autant se perdre dans des choses qui sont inutiles? C'est quoi un petit peu la clé? Parce qu'il y a tellement d'outils à disposition que parfois on peut vite avoir un vertige et être perdu dans cet océan de solutions. Il nous reste 2 minutes 30, Lilia, et puis après on arrivera sur la conclusion petit à petit. Moi, je pense make it simple. En fait, si on voit pas tout de suite un ROI par rapport à soi-même, en fait, on arrête. Il ne faut pas avoir peur de tester quelque chose et de couper ses l'os. Désolée pour le franglais encore une fois, mais c'est assez puissant de se dire
En gros, même si j'ai investi dans un outil pour mes sales et que je vois que ça n'a aucune valeur ajoutée, en fait, je vais pas continuer parce que j'ai un abonnement annuel. Si en fait ça leur fait juste perdre du temps et qu'il n'y a pas de valeur, parce qu'après comme tu dis, on est saturé. Ce que tu disais tout à l'heure, c'était bien parce que tu disais en fait j'ai trop d'informations et je me rappelle même pas de ce que j'ai fait hier. L'attention span, il était passé de 1 minute à 20 secondes il y a 5 ans, il est passé à 5 secondes aujourd'hui chez les gens d'antan. Donc aujourd'hui, en fait, c'est pour ça qu'on n'a que des shorts sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'en fait, on n'arrive pas à se connecter. Donc du coup, vous ne nous écoutez plus du tout, je pense. On n'arrive pas à se connecter plus de 5 secondes en fait. Pas sur un brouilleur de sujet. téléphone ce soir? Mets-toi debout, mets-toi debout. Ah, mais ça, c'est un vrai problème. Même les films, quand les gens regardent des films sur Netflix le soir, je peux peut-être le cacher vous, mais en fait, 2 heures ou 2 heures et demie d'attention, c'est quasiment impossible aujourd'hui. On a tous notre téléphone en même temps. Exactement. D'où l'intérêt peut-être d'aller au cinéma, parce qu'il y a des brouilleurs, comme ça on est obligé de se déconnecter. On a parlé de l'IA pour se former, faire attention à la santé mentale. Et ça, je pense que c'est un point important, sûrement dans le monde actuel, qui est un chouïa anxiogène quand on ouvre les actus et certaines chaînes. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier point que tu veux ajouter, Juste un Sophie ? dernier mot qui est venu d'une discussion que j'ai eue ce midi avec un autre dirigeant qui n'est pas là. Il disait, un commercial, aujourd'hui, quand il est par exemple en pipe, quand on le met dans un plan de performance, on va mesurer son activité. Mais en fait, c'est complètement débile aujourd'hui. Je ne voulais pas utiliser le mot anglais, mais Non, on fait pas ça, nous. c'est obligé. C'est que ça. En fait, l'activité, le nombre de rendez-vous, la création de pipeline, tous les indicateurs qu'on a tous, moi, je dois avoir 3 fois plus de pipe que... je ne sais pas combien c'est pour vous, mais on a tous des indicateurs historiques, d'accord ? Et c'est les mêmes depuis les années 80. En fait, aujourd'hui, il faut pas... on appelle ça les inputs. C'est pareil que dans l'IA générative, en fait. Les choses qui remplissent, en fait, tout ça, ce qui compte maintenant, c'est l'output. Donc, on parlait, quel est l'impact que vous avez chez le client ? À la fin, quels sont les résultats qu'on a ? Et si effectivement, vous avez fait 2 rendez-vous dans la semaine, mais que vous avez signé votre deal en 1 rendez-vous, eh ben, c'est génial. Vous pouvez aller faire plein de sport et plein de théâtre dans le reste de la semaine. Non, je déconne, mais je pense qu'il faut complètement qu'on revoie les indicateurs. Pour moi, dans les choses qui vont arriver demain, pour nous tous, dans notre façon de piloter le business, c'est comment on mesure vraiment l'output et plus l'input. Et ça va être un gros chantier. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Lilia. Merci, Ludovic. On peut les applaudir très fort.